Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un drame qui a secoué l'année 2019 dans la banlieue paisible de Bellevue, près de la ville de Washington, aux États-Unis. Un couple apparemment sans histoire, une adolescente passionnée de peinture et un secret funeste qui a fini par ébranler toute la communauté. Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner, parce que votre soutien me motive à continuer de partager ces récits poignants. Le quartier de Bellevue où vivait la famille Whittaker est réputé pour ses rues calmes, ses espaces verts et son voisinage solidaire. Les lotissements y sont modernes, soignés, et les habitants entretiennent entre eux des rapports cordiaux. Au premier abord, rien ne laissait présager qu'un terrible acte criminel bouleverserait l'équilibre de ce lieu. C'est dans l'une de ces maisons, blanche au volet bleu clair, qu'habitait Jonathan Whittaker, appelé aussi John, sa femme Rachel Whittaker et la fille de Jonathan, Charlotte Whittaker, âgée de 14 ans. L'homme, la quarantaine, travaillait comme ingénieur logiciel dans une entreprise voisine, tandis que Rachel, de 3 ans sa cadette, se consacrait autrefois à l'enseignement. Quant à Charlotte, elle était la douceur incarnée, toujours un pinceau à la main ou un carnet de croquis glissé dans son sac. Elle avait un tempérament discret, plutôt introverti, mais ceux qui prenaient le temps de la connaître découvraient une âme créative, fascinée par la nature et la musique. Cette adolescente montrait un talent artistique rare pour son âge, exposant parfois de petits dessins ou peintures dans les couloirs de son école ou offrant certaines de ses toiles aux membres de sa famille. Leur foyer ressemblait à bien d'autres dans ce quartier. Un salon spacieux, une cuisine moderne, des chambres à l'étage, un petit jardin soigneusement entretenu. Rachel aimait y cultiver des plantes aromatiques, tandis que Charlotte, sous l'œil bienveillant de Jonathan, avait déjà commencé à embellir une partie du jardin avec des fleurs de toutes les couleurs. Les voisins décrivaient volontiers ce cadre comme l'idéal d'une vie de famille harmonieuse. Jonathan, veuf depuis plusieurs années, avait retrouvé un semblant de bonheur dans cette nouvelle union avec Rachel, qui s'était investie pleinement dans le rôle de belle-mère. Rien ne laissait entrevoir une quelconque tension. Les conflits habituels, ponctués de quelques désaccords domestiques, n'avaient jamais attiré l'attention, jusqu'au jour où le comportement de Rachel changea subitement. Dans la période précédant le drame, certains habitants du quartier avaient remarqué que Rachel semblait inquiète, parfois agressive dans ses propos, alors qu'elle avait toujours été décrite comme serviable et avenante. À l'école de Charlotte, quelques enseignants se souvenaient l'avoir croisée plusieurs fois au cours de réunions parents-professeurs, mais depuis quelques mois, elle avait cessé d'assister à ces rendez-vous, prétextant un emploi du temps trop chargé. Jonathan, de son côté, semblait absorbé par son travail, surtout quand sa société traversa une phase cruciale de développement d'un nouveau logiciel. Il n'avait pas tout de suite prêté attention au malaise de sa femme, peut-être aveuglé par la joie de l'avoir épousée et la confiance qu'il lui portait. Charlotte, cette jeune fille sensible, ne manifestait pas ouvertement de crainte, mais selon une voisine discrète qui la connaissait depuis son enfance, l'adolescente semblait parfois perturbée, nerveuse, et laissait échapper des bribes de commentaires anxieux au sujet de l'ambiance à la maison. Rachel et Jonathan avaient officialisé leur mariage 1 an auparavant, et Rachel avait adopté Charlotte, formalisant ainsi un lien légal avec la jeune fille. Pendant un temps, tout semblait sourire à cette nouvelle famille. Rachel, pourtant, dissimulait un passé qui n'avait jamais filtré au sein de leur entourage. Une autorité scolaire lointaine s'était souvenue qu'elle avait été contrainte de démissionner de son poste d'enseignante en raison d'instabilité émotionnelle notable. Un épisode avait été consigné. Rachel s'était emportée contre un élève pour un motif somme toute banal, révélant un accès de colère dont la gravité avait conduit la direction à la suspendre de ses fonctions. Rachel avait ensuite suivi une thérapie, puis changé d'état pour se reconstruire. Peu de gens connaissaient ces éléments, d'autant que Rachel présentait au quotidien un visage avenant.
Le fait qu'elle ait autrefois perdu sa licence pour enseigner n'était pas parvenu jusqu'aux oreilles de Jonathan, qui, s'il était au courant d'un passé difficile, n'avait jamais soupçonné la mesure réelle des troubles de sa femme. La présence de Charlotte, adolescente gentille et peu encline à la rébellion, n'aurait a priori jamais dû attiser une hostilité profonde chez Rachel. Toutefois, la nouvelle épouse souffrait peut-être d'un besoin de contrôle grandissant. Selon un collègue de Jonathan, les tensions avaient commencé à apparaître au sein du foyer Whittaker quand Rachel s'était mise à imposer des règles strictes à Charlotte. Régime alimentaire précis, interdiction de sortir le week-end sans autorisation écrite, exigence d'une discipline presque militaire pour un simple rangement de chambre. Charlotte, qui jusque-là s'était conformée de bonne grâce aux consignes, commençait à faire part d'un léger agacement, voire d'une peur inexprimée. Dans son cahier de croquis, on aurait pu discerner un changement dans l'atmosphère de ses dessins, où apparaissaient des couleurs plus sombres et des thèmes plus anxieux. Le soir de la disparition de Charlotte, Rachel raconta à Jonathan que la jeune fille s'était enfuie après une dispute. Selon cette version, Charlotte aurait claqué la porte et se serait volatilisée dans la rue. Or, quand Jonathan rentra du travail, il s'aperçut que l'ordinateur de Charlotte, son portable et même ses chaussures préférées étaient toujours à la maison. Il trouva cela très étrange. Jamais sa fille n'aurait quitté la maison sans son téléphone, d'autant qu'elle entretenait une relation proche avec plusieurs amis et n'aurait vraisemblablement pas coupé toute communication du jour au lendemain. Inquiet, Jonathan alerta la police locale, qui débarqua le soir même pour prendre la déposition de Rachel et de son époux. La première interrogation laissa déjà transparaître des incohérences. Rachel hésitait sur l'heure du prétendu départ de Charlotte, passant de tard dans la soirée à au coucher du soleil et ne fournissant aucune explication claire sur les raisons exactes de la querelle. Les enquêteurs, dont le principal responsable était un officier chevronné habitué aux disparitions de mineurs, demandèrent à inspecter la maison, la chambre de Charlotte et les alentours immédiats. Tout semblait en ordre, hormis le lit de l'adolescente qui n'était pas fait, des vêtements éparpillés çà et là, et un sentiment difficile à décrire, comme si chaque objet était resté figé dans un instant où l'on attend encore la personne partie précipitamment. Le regard analytique du principal enquêteur se porta sur une petite tache suspecte au fond du couloir, près de la buanderie, presque invisible à l'œil nu. Une première analyse révéla qu'il s'agissait de sang humain. Les autorités décidèrent alors de pousser plus loin les investigations, s'orientant vers une piste criminelle plutôt que vers une simple fugue. Pendant ce temps, Jonathan était dans un état de panique. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Après avoir perdu sa première épouse à cause d'une longue maladie, il n'aurait jamais imaginé vivre un autre drame majeur. Cet homme, d'un naturel calme, commençait à interroger tout son entourage pour retrouver la moindre trace de sa fille. Il téléphona aux amis proches de Charlotte, à des enseignants qui l'avaient peut-être vue plus tôt dans la journée. Toutes ces démarches restèrent infructueuses. Personne n'avait aperçu la jeune fille après la fin des cours. Un sentiment d'effroi, doublé d'une incrédulité totale, l'envahissait à mesure que le temps passait sans la moindre nouvelle. Il fallut quelques jours pour que la police soit contactée par une promeneuse du dimanche, qui, en se baladant dans un secteur boisé à plusieurs kilomètres de Bellevue, découvrit un corps partiellement dissimulé sous des branchages. Cette personne, horrifiée, alerta aussitôt les secours. Les inspecteurs reconnurent rapidement Charlotte grâce aux descriptions fournies. La jeune fille portait encore le bracelet artisanal qu'elle avait créé, représentant de petites fleurs peintes sur des perles en bois. L'enquête médico-légale révéla que la victime était décédée peu de temps après sa disparition signalée. L'examen préliminaire ne laissa aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un homicide. Plusieurs ecchymoses, des signes de strangulation, et l'absence de traces de lutte significatives suggéraient un crime perpétré par quelqu'un de proche, ou en tout cas d'assez familier pour avoir pu la surprendre ou la maîtriser rapidement. La communauté de Bellevue fut sous le choc.
l'école où étudiait Charlotte ouvrit un espace de recueillement et organisa des séances de soutien psychologique pour les élèves et les professeurs. De son côté, le principal enquêteur déploya une équipe formée d'agents et de spécialistes en balistique, en analyse d'ADN et en profiling criminel. Les autorités fouillèrent à la maison des Whittaker de fond en comble, à la recherche d'indices concrets. Elles interrogèrent Jonathan et Rachel à maintes reprises, de façon séparée. Jonathan répétait inlassablement qu'il ne comprenait pas comment sa femme avait pu prétendre que Charlotte s'était enfuie, alors que tout indiquait un acte violent survenu dans la maison. Rachel, quant à elle, maintenait sa version. Elle s'était disputée. Charlotte avait perdu son sang-froid et claqué la porte pour ne plus revenir. Pourtant, au fil des analyses, la police identifia des traces de sang correspondant à celui de Charlotte, non seulement près de la buanderie, mais aussi sur un vêtement que Rachel avait omis de mettre au linge sale, dissimulé au fond d'un sac dans le garage. Des taches de sang, de faible dimension, confirmaient la possibilité d'une agression ayant eu lieu dans la demeure familiale. Les doutes à l'encontre de Rachel se renforcèrent quand on découvrit qu'elle avait souscrit, quelques mois plus tôt, une assurance vie conséquente au nom de Charlotte, sans en informer clairement Jonathan. Cette police d'assurance, d'un montant inhabituellement élevé pour une mineure, suscita de vives interrogations. Pourquoi Rachel avait-elle ressenti le besoin de signer un tel contrat? Et pourquoi en avoir caché l'existence à son époux? En parallèle, le principal enquêteur creusa dans le passé de Rachel. Les archives de l'État où elle avait enseigné autrefois révélèrent que Rachel avait été hospitalisée pour des troubles de la personnalité et qu'elle avait subi un traitement psychologique assez lourd. Les informations demeuraient parcellaires, car protégées par le secret médical, mais le dossier administratif indiquait clairement qu'elle n'était plus autorisée à exercer en milieu scolaire. Ce passé trouble, combiné aux preuves qui s'accumulaient, établissait un faisceau de soupçons convergeant sur elle. Les voisins interrogés évoquèrent aussi le changement d'humeur brusque de Rachel, qui, quelques jours avant la disparition de Charlotte, semblait plus nerveuse que jamais et avait eu, selon le témoignage d'une voisine, un regard vide lorsqu'elle parlait de la jeune fille. Si l'équipe d'enquêteurs fit de Rachel la suspecte principale, elle ne négligea pas d'interroger d'autres personnes susceptibles d'avoir un grief contre la famille Whittaker. Un collègue qui n'appréciait pas Jonathan fut brièvement soupçonné, car ce dernier avait dû le devancer pour une promotion importante. Une amie de Charlotte, un peu en retrait socialement, fut aussi questionnée parce qu'elle avait envoyé à l'adolescente des messages dans lesquels elle exprimait un certain ressentiment. Toutefois, rien de tangible ne reliait directement ces individus à la scène du crime. Les preuves matérielles pointaient clairement vers Rachel. Celle-ci fut bientôt placée en garde à vue à la suite d'une décision du procureur, qui estima que le risque de fuite ou de destruction de preuves était considérable. À ce moment-là, Jonathan, déchiré entre la colère et l'incompréhension, commença à réaliser que la femme qui partageait sa vie pourrait bien être la meurtrière de sa propre fille. Malgré le choc, Jonathan se montra coopératif avec la police. À contre-cœur, il leur offrit l'accès total à tous les documents financiers, aux relevés de comptes bancaires et aux emails que Rachel avait pu envoyer. C'est alors que les enquêteurs mirent la main sur des échanges électroniques plutôt révélateurs. Quelques mois avant les faits, Rachel avait pris contact avec plusieurs courtiers pour trouver la meilleure offre d'assurance sur la vie de Charlotte. Les messages montraient un empressement inhabituel pour sécuriser un contrat avantageux, mentionnant vaguement la nécessité de protéger l'avenir de la famille en cas d'accident. Ces indices, ajoutés aux traces de sang trouvées dans la maison, formèrent un ensemble de plus en plus accablant. Jonathan fut anéanti de découvrir ces preuves, car l'idée que Rachel eût pu penser à assassiner Charlotte pour encaisser l'argent de l'assurance dépassait toute forme de logique à ses yeux. Il se souvint alors de petits signes précurseurs. La jalousie maladive de Rachel lorsqu'il passait trop de temps en tête-à-tête avec sa fille, quelques remarques hargneuses à propos de l'éducation que Charlotte avait reçue de sa mère biologique. Toutefois,
il n'aurait jamais imaginé que ses sentiments négatifs atteignent une telle gravité. L'enquête révéla encore un autre élément. Rachel, avant de rencontrer Jonathan, avait eu des ennuis financiers considérables et s'était endettée. Elle avait tenté de régler ses problèmes grâce au salaire de Jonathan, mais une fois mariée, elle voyait peut-être dans la police d'assurance, sur la vie de Charlotte, une opportunité de se libérer définitivement de ses dettes. On ne peut cependant ignorer l'aspect psychologique, car Rachel affirma plus tard, lors de ses auditions, que l'adolescente lui aurait manqué de respect de manière répétée, alimentant sa colère et sa frustration. Pour valider ces découvertes, la police procéda à des tests ADN plus poussés, examinant chaque recoin de la maison. Un spécialiste en scène de crime mit au jour d'autres taches de sang, minuscules, sur le carrelage de la cuisine, dissimulées sous un tapis. Les enquêteurs recueillirent également des témoignages d'un employé d'un commerce local qui avait croisé Rachel en pleine nuit, vêtue de manière négligée, alors qu'elle conduisait la voiture familiale à une heure inhabituelle. L'homme la trouva étrange, l'air hagard, mais ne se douta pas qu'elle transportait peut-être déjà le corps sans vie de Charlotte. Les autorités conclurent assez vite que la scène initiale du crime se situait au sein de la maison, probablement dans un accès de rage de la part de Rachel. Elles émirent l'hypothèse que Rachel avait ensuite dissimulé le corps de Charlotte dans un sac ou sous une couverture, avant de parcourir plusieurs kilomètres en voiture jusqu'à cette zone boisée isolée. L'heure de la mort évaluée par le médecin légiste coïncidait avec le laps de temps où Rachel était incapable de fournir un alibi solide. Les incohérences de son récit, conjuguées aux faisceaux de preuves matérielles, conduisirent rapidement à sa mise en examen pour homicide volontaire. Le jour du procès, la salle d'audience était comble. Les médias locaux, choqués qu'un tel drame ait pu survenir dans un quartier réputé tranquille, couvrirent l'affaire avec une attention soutenue. Dans le box des accusés, Rachel présentait un visage fermé. L'avocat de la défense tenta de soulever la question de troubles mentaux profonds, faisant valoir que la prévenue n'avait pas agi par cupidité, mais plutôt en raison de crises émotionnelles incontrôlables, aggravées par un environnement qu'elle jugeait stressant. Il chercha à démontrer que Rachel avait été bouleversée par la relation que Jonathan entretenait avec sa fille, se sentant exclue, rabaissée, voire remplacée. Selon la défense, cela aurait nourri un ressentiment incontrôlé qui, dans un moment d'égarement, aurait conduit au passage à l'acte fatal. Le procureur, lui, s'appuya fortement sur les preuves matérielles, les études médico-légales et la séquence d'événements mis en évidence par l'enquête. Les dossiers d'assurance, les relevés bancaires et les témoignages de proches, dépeignant une Rachel de plus en plus nerveuse et en butte à des problèmes financiers, furent mis en avant pour établir un mobile tout à la fois psychologique et pécuniaire. Les enquêteurs vinrent à la barre pour relater leurs découvertes, décrivant l'état de la chambre de Charlotte, les traces de sang, le comportement de Rachel lors de ses interrogatoires. Ils évoquèrent aussi les multiples contradictions dans ses déclarations successives. Jonathan, quant à lui, fut appelé à témoigner, et son récit bouleversa l'assemblée. À la fois abattu et empli de colère contenue, il décrivit la soirée où il avait compris que quelque chose n'allait pas, les heures passées dans l'angoisse, puis le choc ultime en apprenant la mort de sa fille et l'implication suspectée de sa propre épouse. Devant l'accumulation de preuves accablantes, Rachel finit par craquer au cours du procès. Elle reconnut les faits, tout en avançant que son intention première n'avait pas été de tuer la jeune fille. Elle déclara avoir perdu le contrôle lors d'une dispute, ajoutant qu'elle souffrait de sentiments de rejet et de panique à l'idée que Charlotte pouvait inciter Jonathan à demander le divorce. Le procureur s'empressa de souligner que cette explication, si elle permettait de comprendre la détresse psychologique de l'accusée, ne justifiait en rien l'extrême violence dont elle avait fait preuve, ni la préméditation manifeste que laissait supposer la souscription récente de l'assurance-vie. Rachel finit par admettre qu'elle avait envisagé un geste irréparable, mais selon ses dires, elle n'avait pas trouvé d'autre issue à ses tourments.
il resta malgré tout évident pour la Cour que la planification partielle du crime et la dissimulation du corps relevaient d'un acte pensé et exécuté avec lucidité, au moins en partie. Après plusieurs journées d'audience, de plaidoirie et de présentation de preuves, le jury fut appelé à délibérer. Les points essentiels consistaient à déterminer la nature réelle du mobile et à évaluer le rôle du trouble psychologique de Rachel. Le verdict tomba. Reconnue coupable de meurtre au premier degré, Rachel Whittaker fut condamnée à une longue peine de prison. L'assistance, silencieuse, écouta la sentence qui consacrait la fin de ce cauchemar judiciaire. Certains habitants de Bellevue éprouvèrent un soulagement teinté de tristesse. La tragédie demeurait, et la réputation de leur quartier s'en trouvait à jamais ébranlée. Les conséquences de cette affaire furent lourdes. Jonathan, dévasté, quitta son emploi peu de temps après, incapable de se concentrer dans les locaux où tout lui rappelait sa vie d'avant. Il vendit la maison familiale, devenue synonyme de cauchemar et de souvenirs trop douloureux. Il s'installa chez un proche à plusieurs heures de route de Bellevue, tentant tant bien que mal de se reconstruire. Les voisins, pour la plupart, préférèrent juste ne plus évoquer l'affaire, redoutant que la simple évocation du nom Whittaker ne fasse ressurgir la souffrance ressentie par la communauté. Quelques mois après le procès, un petit mémorial fut érigé au sein du parc municipal, en souvenir de Charlotte et de tous les enfants victimes de violences intrafamiliales. Des associations locales organisèrent ensuite des rencontres sur la prévention des maltraitances, rappelant que, parfois, même les familles qui semblent les plus unies peuvent cacher des drames inavouables. Aujourd'hui, l'histoire de la famille Whittaker hante toujours ceux qui l'ont connue. Parfois, des élèves qui étaient dans la même classe que Charlotte parlent d'elle comme d'une artiste en herbe, trop tôt disparue. D'autres se souviennent de Rachel, cette belle-mère qui inspirait confiance avant de révéler une part sombre insoupçonnée. Jonathan, lui, n'a eu d'autre choix que d'apprendre à vivre avec la culpabilité de n'avoir pas su percevoir le danger à temps. Il a confié, dans une lettre transmise au principal enquêteur, qu'il espérait qu'un jour, en racontant son histoire, d'autres parents pourraient être alertés si des signes de violence ou de dérèglement émotionnel se manifestaient au sein de leur foyer. Son vœu ultime était de donner un sens à sa terrible perte en contribuant, ne serait-ce que symboliquement, à la prévention de tels crimes à l'avenir. En repensant à ce drame, on ne peut qu'être frappé par la dualité de Rachel. D'un côté, une enseignante dévouée, réputée généreuse, louée pour sa bienveillance dans d'autres contextes. De l'autre, une femme en proie à des troubles profonds, dévorée par l'obsession du contrôle, hantée par ses dettes et trouvant dans le meurtre de sa belle-fille un moyen d'échapper à ses difficultés. Rien, dans les apparences, n'indiquait un destin aussi sinistre. Ce crime rappelle douloureusement à quel point l'ignorance ou le déni de problèmes psychologiques peut conduire aux pires extrémités. Il souligne également la nécessité d'une communication sincère au sein d'une famille, car un silence, une rancune accumulée, peuvent dégénérer de façon dramatique. En définitive, cette affaire marqua la justice locale, de même que l'opinion publique, par son caractère à la fois intime et atroce. Les habitants de Bellevue, qui considéraient leur ville comme un havre de paix, s'interrogèrent sur les apparences trompeuses d'un bonheur familial sans faille. La presse, d'abord discrète, s'empara de l'histoire avec une intensité croissante lorsque la culpabilité de Rachel devint flagrante, offrant une couverture médiatique qui dépeignit Bellevue comme un lieu soudainement assombri par un acte horrible. Et pourtant, si le tumulte médiatique se calma après le verdict, la douleur de ceux qui étaient proches de Charlotte, et plus encore celle de Jonathan, demeura bien réelle. Ce récit, comme tant d'autres drames humains, nous rappelle qu'une tragédie peut survenir là où on s'y attend le moins. Et, plus encore, qu'il n'existe pas de vie exempte de souffrance ou de peur, malgré les beaux apparats. À chaque fois qu'un voisinage croit connaître la quiétude absolue,
il faut garder à l'esprit qu'un simple mur sépare parfois la façade rassurante du chaos le plus violent. Quant à Jonathan, on sait peu de choses sur sa vie depuis qu'il a quitté Bellevue. Il aurait tenté de se rapprocher d'un groupe de soutien tout en procédant à ses démarches de deuil. Le souvenir de Charlotte, avec ses dessins si colorés, demeure la lumière discrète qui, malgré tout, continue de briller dans l'ombre laissée par sa disparition. Je conclus cette histoire le cœur serré, en me remémorant le sourire de cette jeune fille talentueuse qui n'a pas eu la chance de développer toute la beauté intérieure qu'elle portait. Je ne peux m'empêcher de penser à la culpabilité qui ronge encore probablement son père et à ces questions sans réponse qui surgissent inévitablement lorsque l'on perd un enfant. J'espère que ce récit vous aura éclairé, ne serait-ce qu'un peu, sur les enjeux de cette affaire et qu'il vous rappellera à quel point la vigilance est essentielle dans nos relations quotidiennes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement votre présence et votre soutien. Je vous invite à explorer les autres vidéos disponibles pour continuer à découvrir les mystères et tragédies que le monde recèle. Je reste persuadée que rester informé et conscient de la réalité, même la plus sombre, nous permet de construire des communautés plus solidaires. À très bientôt pour une nouvelle histoire de crime sur cette chaîne.